Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Quand on regarde l'histoire de la civilisation humaine, il y a une obsession qui saute aux yeux, une obsession absolument fascinante, ce besoin irrépressible de construire des structures monumentales, de s'élever toujours plus haut vers le ciel. Depuis la nuit des temps, l'humanité veut conquérir la verticale. Mais attention, ce n'est pas juste une question de faire joli ou de prouver qu'on sait empiler des pierres, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Dans ce décryptage, on va voir que cette obsession pour la hauteur cache en réalité une manipulation magistrale de notre propre biologie. Première partie, la fascination de la verticale. Lorsqu'on observe ces œuvres titanesques du passé, on pourrait se dire « Waouh, quelle prouesse technique !» Mais en réalité, les bâtisseurs de l'Antiquité, c'était un peu des neuroscientifiques avant l'heure. Alors il faut se poser cette question toute simple. Pourquoi ? Pourquoi l'histoire humaine est-elle à ce point dominée par l'envie de construire à des hauteurs carrément vertigineuses ? Que ce soit en gravant des messages dans les montagnes inaccessibles de l'ancienne Perse, ou en érigeant les flèches des cathédrales européennes qui percent les nuages, bâtir vers le haut, ça n'a jamais été un hasard. C'était toujours une stratégie psychologique délibérée pour influencer ceux qui regardaient vers le sommet. Et ça nous amène au cœur même de notre analyse. L'alignement physique de la tête permet un réalignement cognitif. En gros, forcer une personne à basculer la tête en arrière et à lever les yeux, ça ne change pas juste sa posture, ça modifie littéralement, physiquement, la chimie de son cerveau. C'est ce qu'on pourrait appeler un piratage cérébral ancestral, une technique vieille comme le monde pour contrôler les émotions, imposer le respect ou provoquer une véritable extase religieuse. Deuxième partie, le pouvoir par l'inaccessibilité. Faisons un saut dans le temps. 500 ans avant notre ère, sous le règne de Darius Ier, la hauteur est purement et simplement devenue une arme. 100 mètres, c'est la hauteur ahurissante à laquelle la fameuse inscription de Behistun a été sculptée à même la roche dans les montagnes du Zagros. C'est un détail qui donne littéralement le vertige, mais c'était exactement le but. Une fois que les sculpteurs ont terminé leur travail titanesque, le roi Darius a fait détruire tous les escaliers et a fait polir la falaise en dessous. Le résultat, une œuvre d'art gigantesque rendue totalement et pour toujours inaccessible à l'être humain. La logique froide de Darius est super intéressante à analyser. Ce monument colossal, qui fait quand même 15 mètres de haut sur 25 mètres de large, n'était absolument pas un panneau d'information pour les passants. L'utilisation de 3 langues différentes servait à clamer un pouvoir universel, oui, mais le fait qu'on ne puisse pas s'en approcher prouve que c'était avant tout un témoignage divin. Avec le grand symbole du pharavar flottant au-dessus du roi, cette inscription était une archive cosmique destinée uniquement aux dieux. Ça symbolisait une souveraineté tellement absolue qu'aucun mortel ne pouvait s'en approcher et donc, bien sûr, ne pouvait la contester. Cette même stratégie a été appliquée à l'architecture urbaine, notamment à Persépolis. Lors des grandes cérémonies, les dignitaires qui venaient des 4 coins de l'Empire devaient traverser des salles immenses. Entourés de murs titanesques et de colonnes massives, ils n'avaient pas le choix, ils devaient physiquement s'étirer le cou pour regarder les inscriptions au plafond. Et ce simple petit geste physique, l'étirement du cou, provoquait automatiquement un sentiment réflexe de soumission et de respect. Et c'est là qu'intervient un concept crucial, l'effet du petit soi, ou le small self-effect en psychologie moderne. En gros, quand on est face à quelque chose d'immense, de complètement écrasant, notre ego se recroqueville. On oublie nos petits problèmes du quotidien pour se sentir absorbé par un ordre beaucoup plus grand que nous. L'architecture persane déclenchait volontairement cet état psychologique. C'était leur méthode pour imposer le respect et maintenir la stabilité dans un empire multiethnique gigantesque. Troisième partie, l'aspiration gothique. Faisons maintenant un bond dans l'Europe du Moyen-Âge. L'intention y est complètement différente. Autant l'architecture antique de la Perse était défensive, très statique et fixait le pouvoir hors de portée, autant l'architecture gothique, avec des merveilles comme Saint-Denis ou Chartres, est fondamentalement dynamique et inclusive. Elle ne repousse pas les gens, bien au contraire, elle crée une sorte d'aspiration, une transparence lumineuse qui cherche à élever l'esprit de tout le monde, en invitant littéralement les foules à une ascension spirituelle. Il faut savoir que les tours et les flèches de ces cathédrales n'étaient pas juste là pour faire joli, elles avaient des rôles très précis. C'était une domination acoustique pour que les cloches rythment la ville, c'était un point de repère visuel indispensable pour les pèlerins. Psychologiquement, avec leurs gargouilles effrayantes tout en haut, elles servaient de rempart contre les démons qui, pensait-on, peuplaient les airs. Mais le plus important, c'est qu'elles rappelaient sans cesse que la proximité avec le spirituel était plus importante que le monde matériel. C'était une véritable aspiration vers le haut pour l'âme. D'ailleurs, pour les populations de l'époque qui ne savaient souvent pas lire, ces cathédrales étaient de véritables bibles de pierre. Prenons les statues des portails, comme à Chartres. On y voit des rois et des saints intentionnellement très allongés. Cette élongation physique forçait naturellement le regard à glisser du sol vers le ciel.
La logique derrière tout ça est magnifique. L'élévation physique de la tête devenait le reflet exact de l'élévation morale. Quatrième partie, l'esprit dopaminergique. Alors, comment est-ce qu'on explique l'efficacité de tout ça avec la science d'aujourd'hui? Eh bien, un neurobiologiste du nom de Fred Previck a développé une théorie assez fascinante sur ce qu'il appelle l'espace extrapersonnel. C'est tout simplement la zone visuelle qui se trouve au-dessus de notre ligne d'horizon. D'après ses recherches, regarder vers le haut n'a rien d'un acte anodin. Ça active un circuit neuronal totalement différent dans notre cerveau, un circuit directement branché sur notre système dopaminergique. Et la dopamine, c'est le moteur de la motivation, de la pensée abstraite, de l'espoir et même de l'extase. Quand on regarde comment le cerveau cartographie tout ça, c'est bluffant. Regarder vers le bas, ça active l'espace péripersonnel et le système cholinergique. Ça, c'est super pour résoudre un problème immédiat, mais c'est aussi lié au stress et à la mélancolie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit avoir le moral à zéro. À l'inverse, regarder vers le haut, ça déclenche des décharges de dopamine. Ça amène de l'espoir et de l'émerveillement. Bref, lever les yeux, c'est littéralement s'offrir un boost de créativité et un grand rafraîchissement énergétique. Cinquième partie, émerveillement et soi. Ce système dopaminergique a des effets tangibles, vraiment mesurables sur notre santé. Des études prouvent que le simple fait de ressentir de l'émerveillement face à des structures immenses réduit l'inflammation dans notre corps, notamment en baissant les niveaux d'interleukine 6. Ça favorise l'empathie, la connexion aux autres, et ça donne même l'impression que le temps ralentit. Donc ce fameux rafraîchissement énergétique que les pèlerins ressentaient dans une cathédrale, ce n'était absolument pas de la magie. C'était de la science pure et dure, une véritable reprogrammation neurobiologique en temps réel. Sixième et dernière partie, le regard moderne. Ramenons maintenant tout ça à notre époque. Le contraste est assez brutal. Aujourd'hui, nos vies numériques nous obligent à avoir constamment la tête baissée, les yeux rivés sur nos écrans, enfermés dans notre petite bulle péripersonnelle. On baigne dans le système cholinergique, c'est une boucle sans fin de micro-stress, de petites tâches immédiates à régler et très souvent d'anxiété. Mais de l'autre côté, on a ce regard vers les monuments anciens ou simplement vers le ciel qui ouvre notre espace extra-personnel et libère cette dopamine qui apporte tellement de recul et d'apaisement cognitif. Ce qui nous amène à une réflexion cruciale pour terminer. Dans un monde qui est littéralement conçu pour forcer notre regard vers le bas, irrésistiblement attiré par nos téléphones, à quand remonte la dernière fois qu'on a pris le vrai temps de lever la tête pour s'offrir une véritable réinitialisation cognitive? La prochaine fois que le stress monte, repensons un instant aux leçons de Persépolis et les bâtisseurs gothiques. Il suffit peut-être simplement de redresser la tête, de regarder vers le ciel et de laisser la biologie faire le travail. S'élever finalement, c'est bien plus qu'une histoire d'architecture. C'est une nécessité vitale pour notre cerveau.